Bonsoir à tous et bienvenue sur Orphelia. Aujourd'hui, nous allons parler du temple de Virgile et j'ai en ma compagnie Hans van Castile, j'espère bien prononcer ton nom. Oui, Bonsoir Hans, comment vas-tu? bonsoir. Bonsoir Daniel, très bien, très bien. Je t'ai proposé justement de venir à Orphelia pour nous parler d'un ouvrage que tu as écrit à l'édition Béa, mais avant tout, j'aimerais bien que tu te présentes. Alors, bon, mon nom est Hans van Kasteel. Je suis hollandais ou néerlandais si on préfère. J'ai 62 ans. Je suis philologue classique. J'ai fait toutes mes études et une grande partie de ma vie en Belgique. Euh, Disons, ça c'est mon orientation professionnelle. J'enseigne à Scola Nova comme professeur de latin, de grec et d'histoire de l'Antiquité. Pour le reste, disons que ce qui est plus important dans ma vie, c'est ma rencontre avec le message retrouvé de Louis Catio et avec le baron Emmanuel Dogvorst, Que qui tu ont as connu vraiment personnellement? que j'ai connu personnellement, oui, Mmh. oui, et qui a, on peut dire en quelque sorte, par son influence, euh, influencé toutes mes études, toute ma vie, toute mon orientation, disons philosophique. Je, j'ai collaboré avec la revue le Fil d'Ariane et je suis encore collaborateur de la maison d'édition Beya, pour laquelle j'ai rédigé plusieurs ouvrages sur Virgile. J'ai traduit Maillère, j'ai traduit des textes qui se rapportent à Homère et ce genre de travaux. Mmh. Et donc ce soir, tu es là pour nous parler du temple de Virgile. Je vais le présenter tout de suite, cet Mhm. ouvrage, en images. Alors, on va mettre le lien tout de suite, comme ça les auditeurs pourront voir devant eux quel est cet ouvrage. Le voici, Le temple de Virgile, édité aux éditions Béat. Ah, je vais essayer de le mettre en plus grand, si je peux. Voilà. Édité aux éditions Béat, La basilique secrète de la porte majeure ou le temple de Virgile. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des travaux avant le tien, concernant ce temple, heu, qui datent un peu déjà, hein, ça date de Mhm. pas mal d'années et ces travaux ont été faits par Carcopino. Mhm. Donc, qui est Carcopino déjà? Et ensuite, je vais mettre en image son ouvrage qui s'intitule La basilique pythagoricienne de la porte majeure et tu vas nous dire, en quoi tes travaux se différencient des siennes. Mhm. Je t'en prie. Mmh. Donc, Carpopino est un archéologue français. Il a même été actif dans la politique. Et il a écrit, je crois que c'est dans les années 50, si je m'abuse, un ouvrage donc, sur la basilique de la Porte Majeure, où il décrit tous les stucs et il défend la thèse que cette basilique est pythagoricienne, avec laquelle d'ailleurs je suis parfaitement d'accord. La différence entre son interprétation et la mienne, et l'interprétation d'ailleurs de tous les archéologues et la mienne, c'est que par la ressemblance entre ces stucs, entre ces images à l'intérieur de la basilique, et les peintures qui existent de l'Antiquité, les archéologues ont été amenés à croire que toutes ces scènes étaient des scènes mythologiques, disons, tirées de la mythologie grecque. Et ma thèse, et ce n'est pas seulement ma thèse, mais je dois tout de suite ajouter que j'ai écrit, que j'ai collaboré avec Louis Quarles van Neufort. On a fait donc ces travaux ensemble. C'est moi qui ai écrit l'ouvrage Le Temple de Virgile, mais en gros, on est d'accord sur tous les détails de notre thèse commune. Nous prétendons que ces scènes soi-disant mythologiques ne sont
pas tiré de la mythologie grecque, même s'il y a des ressemblances très troublantes et voulues, mais que toutes ces scènes sont tirées de l'Énéide de Virgile. Voilà en gros la différence entre D'accord. notre thèse et celle des archéologues. Alors, là, tout de suite, nous allons déjà localiser l'endroit, comme ça les auditeurs pourront voir où se situe cette basilique. Alors, pourquoi basilique? Pourquoi sanctuaire déjà? Et y a-t-il une différence? Toi, tu définis ça comme un temple. Mmh. Pourquoi basilique? Pourquoi pas sanctuaire? Et pourquoi temple? Basilique, je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine, mais je crois que le terme basilique se rapporte à la structure intérieure, en tout cas, du bâtiment, qui s'apparente à des basiliques qui existent en plein air, avec notamment l'abside centrale. Mmh. Et alors, c'est un temple puisque c'est manifestement voulu comme un lieu sacré et très probablement comme un lieu d'initiation. Et donc, il faut tout de suite signaler que ce temple-là n'est pas à ciel ouvert. C'est Non? un temple souterrain, Oui, invisible à l'œil nu. Et oui. il faut connaître déjà que ce temple existe sous la terre. Comment, déjà, comment est-ce possible, d'avoir, compris que ce temple souterrain était un temple initiatique selon Carcopino et selon ton point de vue? Oui, donc Carcopino d'abord, il y a un autre point important, sur laquelle nous divergeons. Donc Carcopino situe, la basilique vers 50, après notre ère et je défends la thèse qu'elle date de 20 avant Jésus-Christ, plus ou moins de 20 avant Jésus-Christ. 70 ans d'écart, hein, quand même, hein? Oui, oui, 70 ans d'écart et en fait, Carcopino ne s'est jamais visiblement dans son ouvrage, poser la question comment on a pu construire une basilique secrète. Lui, il prétend donc que les Pythagoriciens l'ont construite et finalement ont été chassés peu de temps après sous l'empereur Claude, qui régnait vers 50 après Jésus-Christ. Mais moi, je pense que cette basilique ne peut pas avoir été construite sans l'accord, sans le consentement et sans que le gouvernement impérial soit au courant. Et Virgile, puisque je prétends que cette basilique date de 20 avant Jésus-Christ, donc de l'époque, de la fin de la vie de Virgile, quand il était occupé à écrire l'Énéide, Virgile était ami avec Auguste et donc il a pu se permettre de construire ce bâtiment avec l'accord d'Auguste. Nous savons d'ailleurs qu'Auguste a encouragé les citoyens romains à construire des bâtiments, à embellir la ville par toutes sortes de monuments. Et cela ne veut pas nécessairement dire que c'était un bâtiment qui était connu publiquement. Ça, je pense que, mais avec le consentement du gouvernement, je pense que ce bâtiment a pu être construit de façon souterraine sans que trop de monde ne soit au courant. Donc il faut bien s'imaginer, pour ceux Mhm. qui nous voient, Oui, qu'on est en face d'une découverte extraordinaire de oui. 2000 ans, hein, Mhm. un temple de 2000 ans. Pour la première fois, un sanctuaire dit pythagoricien, basé sur le texte de l'Énéide, le grand, poème épique de Virgile, le héros étant Énée. C'est incroyable. Enfin, on ne connaît pas ça en France, pratiquement, Mhm. personne ne connaît ça. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu t'inviter pour en parler, pour faire connaître ce temple-là et à mon sens, je ne saisis pas pourquoi un tel sanctuaire ou temple n'a pas reçu un écho retentissant. Pour quelle raison, à ton avis, il n'y a pas eu cet écho? Actuellement ou Ou, dans le à l'époque de la découverte ah, à l'époque de la découverte, et si. encore actuellement? Ah oui, non, non, à l'époque de la découverte, non, non, mais et encore actuellement, je pense, oui, il y a Le moins de grand public ne le publications connaît actuellement. pas, hein, ne connaît pas du tout ça, hein? Peut-être, oui, oui, je n'ose pas dire que le grand public ne connaît pas, mais en tout cas, ça fait sensation lors de la découverte en 1917, si Mmh, je ne m'abuse. tout à Donc fait, ça oui. fait maintenant, il y a plus d'un siècle, et la publication ont été bon train, car Corpino n'est que à peu près
le dernier, il y a encore eu quelques publications après quand même, mais un des plus importants, avec une foule d'autres de publications dans la première moitié du XXe siècle. Après, ça s'est un peu calmé, c'est vrai, mais tout récemment, les stucs, le bâtiment en général et les stucs en particulier, ont été restaurés. Mmh. Et donc maintenant, on peut de nouveau, parce que le monument a été longtemps fermé, on peut de nouveau visiter le monument et j'y étais depuis sa restauration. Il y a des conditions assez strictes, il faut s'inscrire à l'avance, il faut et on ne peut entrer, je crois qu'il y a en tout, on ne laisse entrer que 4 ou 6 touristes en même temps avec Ah, un guide. c'est pour la Oui. préservation, bien sûr, Oui, c'est des pour la stucs. préservation, oui, oui. Mmh. Parce que l'air ou Ah, l'oxygène oui. attaque les stucs et bon, ils ont tout nettoyé de fond en comble et le résultat est splendide, il faut bien le dire. Et Mmh. donc le bâtiment a été remis en quelque sorte en valeur et oui, bon, mais c'est à ceux qui gèrent le lieu peut-être de Bien faire peut-être sûr, davantage de publicité pour que les gens viennent voir, ça c'est sûr. mais Et mais espérons que cette émission, permettra au monde francophone, d'y aller, en masse parce que c'est impressionnant. oui, oui, C'est oui, oui, impressionnant. oui, Moi-même, je ne le connaissais pas et je n'ai pas hein, connu le sanctuaire par l'intermédiaire de ton ouvrage, mais par mmh. l'intermédiaire de Carcopino dans une Oui, vieille moi aussi d'ailleurs. perdue. Tu parlais d'une basilique pythagoricienne. J'ai regardé cet ouvrage il y a des Mmh années mh. de ça. J'ai fouillé, j'ai dit, mais c'est extraordinaire. Donc, c'est Oui. par hasard que j'ai trouvé ça. C'est pas Mmh. en ayant l'information dans un ouvrage qui détaillait, qui en parlait ou dans un documentaire. Mmh. Moi, je pense qu'il faut vraiment faire des reportages, des documentaires, parce que c'est impressionnant. On va Mmh. essayer de mettre en valeur ce soir, bien sûr. Oui. Mmh. Pour l'heure, on va situer la basilique, veux-tu qu'on appelle ça basilique ou temple? N'importe. N'importe. Mais On va on a l'habitude de dire basilique. La basilique est la porte, majeure. Mmh. OK. Alors, on va déjà situer la basilique actuelle en Italie, Mmh mh. à Rome. Mmh mh. Ensuite, on va voir une carte de l'ancienne Rome à l'époque romaine Mmh mh. pour situer où elle se situe actuellement en Italie et où elle se situait à l'époque de la Rome antique. Ensuite, on va voir l'entrée actuelle. Mmh mh. Donc, on va faire le partage écran. Voici le partage écran. Alors, est-ce que tu la vois bien, mon cher Hans? Oui, je vois la gare et je vois les chemins Voilà, de fer. Donc voilà. C'est c'est comme proche du ça que chemin de fer, c'est comme ça qu'ils oui, l'ont découvert. c'est comme Oui, ça qu'ils l'ont découvert, oui, par un voilà, affaissement du chemin de fer, c'est ça. Donc c'était au cours d'une construction, c'est du chemin de fer, ou c'est bien ça? Et qu'ils ont oui, oui, je ne sais plus très bien s'ils faisaient des s'il y avait des travaux, oui. travaux. Oui, Oui, ils oui, faisaient des oui, c'est ça. travaux? Il y avait des Oui. travaux pour le chemin de fer et c'était au Mmh cours mh. des travaux, qu'ils ont découvert justement une Oui, entrée oui, mais de la suite à un a basilique. oui, mais Oui. suite à un affaissement, je crois. Oui, Je ne c'est sais ça, pas, je n oui, exactement. oui, oui, oui. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc c'est, par inadvertance. C'était Oui, pas, ça arrive souvent en archéologie, hein, oui, surtout à oui. Rome, hein, dans les vieilles villes comme ça et tout. Donc on regarde ici pour, se situer, là, il y a le Vatican, très bien. Ici, il y a le fameux Tibre et ici, il y a le Colisée de Rome et Oui, donc la basilique souterraine de la Porte Majeure se situe là. oui, Voilà pour situer aujourd'hui à Rome la basilique. Bon, elle est visitable, tout le monde peut la voir, tu l'as très bien signalé. C'est dans les guides touristiques aujourd'hui à Rome. Très bien. Maintenant, on va voir cette fameuse basilique où elle se situait à l'époque de la Rome antique. Voici le partage écran. Est-ce que tu le vois, mon cher Hans? oui, oui, Très bien. Voici la carte de l'ancienne Rome à l'époque de la basilique. Et c'est le numéro 7. Et le numéro 7, c'est Porta Praenestina Labicana. C'est juste ici, la porte numéro 7. Et cette porte numéro 7, c'est la porte majeure d'aujourd'hui. Donc voici l'ancienne Rome, voici le Tibre, et si l'on suit le Colisée est juste là, et si l'on suit le parcours, la porte majeure se situe là. oui. Donc, c'est une basilique souterraine, non visible, et on entrait par là et personne ne pouvait la voir. Heu, je vais montrer maintenant Oui. je l'entrée actuelle, voilà, telle qu'elle est, et une reconstitution de la porte majeure.
Voici la porte majeure, la porta maior, c'est comme ça qu'on prononce, mon Oui, cher Hans? Porta Maggiore Ah, en Porta italien. Maggiore, Mhm, à l'italienne, il faut bien le mhm. prononcer. Voilà. Donc ça, c'est la porte majeure telle qu'elle est actuellement, et la basilique se situe ici. Non, ah non, non, elle ne Alors, se où se situe pas situe? là. Euh, Pas sur la photo, mais à proximité de la porte majeure. À proximité Oui, de la oui. porte majeure, d'accord. Je, ne- Moi, j'ai j'ai cru que c'était ici, tu vois. Oui, non, non, D'accord. ce n'est pas Non, là. Non, c'est un peu d'accord. plus loin. C'est un peu plus loin. Oui, Ok. oui. Donc ça, c'est la porte majeure, monument extraordinaire de l'ancienne Rome, qui date de quelle année? Là, je n'ai pas d'idée. Tu n'as pas d'idée, d'accord. Je vais peut-être dire une bêtise, mais je me demande si elle ne date pas de l'époque de l'empereur Aurélien, mais je ne suis On pas va tout pas à fait certain. s'avancer Hmm. quand on ne sait Oui. pas, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, elle date de l'Antiquité, il n'y a Mhm. aucun doute pour ça. Et maintenant, une reconstitution de la porte majeure pour se donner une idée. Voici une reconstitution de la porte majeure telle qu'elle était à l'époque. Et la basilique, on ne la voit pas Non. Ah dans non, non. cette reconstitution Non. parce qu'elle est souterraine. Et ici, où est l'entrée? Comment pouvait-on entrer dans cette basilique? Par quel, par quel chemin? Par quel biais? Alors, il y avait un couloir, anciennement, il y avait un couloir qui est aujourd'hui complètement inaccessible. Il y a eu un effondrement, mais c'est un couloir qui descendait en pente douce et qui amenait à un petit atrium, donc un petit vestibule, une pièce d'entrée, si on veut, un peu comme nos vestiaires actuellement. Mhm. Cette petite pièce, à son tour, donnait accès alors à la grande salle. Très bien. Ok, j'entends bien. Donc, voici J'ai historiquement où se situe. Je peux montrer peut-être un plan J'ai dans tout l'ouvrage. préparé. Oui, ok, très bien. J'ai tout préparé, Oui, justement. Le oui, plan, je l'ai préparé également. oui. Comme Mhm. ça, tu Très pourras bien. être libre pour tout mettre. D'accord? Ok. On va mettre le plan là tout de suite. Très Oui, bien. On va mettre le plan et on va entrer dans l'entrée actuelle pour percevoir de l'intérieur, mais extérieurement encore. C'est-à-dire, lorsqu'on rentre dans le couloir, on mhm. perçoit au loin la basilique souterraine. On va mettre le plan et la perception de ce que l'on voit lorsqu'on y pénètre. C'est extraordinaire. Elle est minuscule, hein. Elle n'est pas aussi grande que l'on croit, hein. Donc, Il est là, le plan. On le oui, voit bien là. mais le couloir, on le voit à peine. Donc, on voit le début, enfin, ou plutôt la fin du couloir C'est- qui donne entrée, Oui, qui donne accès à l'atrium. tout. Donc là, on perçoit un plan justement qui parle de l'entrée et de la basilique. Ici, on est déjà à l'intérieur. Oui. Mais Mhm. je vais montrer la deuxième pour qu'on puisse voir. Voilà ce qu'on Oui, voit de l'extérieur. De oui. l'extérieur. Ici, on voit depuis l'atrium. Donc, on n'est pas Voilà, encore dans la grande salle, mais c'est dans ça. le vestibule. Voilà. Donc ici, on perçoit que c'est l'entrée du vestibule, comme tu dis. À l'intérieur, il y a tout un ensemble de fresques. On Mhm. va bien sûr entrer tout à l'heure dans la basilique pour expliquer et voir toutes ces fresques. Si tu veux bien montrer ton plan, il n'y a aucun problème. Oui, Est-ce que tu veux le devant la montrer? caméra, oui, 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 oui. oui. Vas-y, je t'en Je vais prie. le montrer dans le même ordre Allez, que on le voilà. voit très bien. Donc là, on voit bien le couloir. On voit bien le couloir qui longe le bâtiment, enfin qui longe le bâtiment, mais en étant plus élevé que le bâtiment. Et donc on descendait par ce couloir, on tournait donc c'est à droite Oui, sur c'est à l'image. droite. Oui, On va tout droit et on oui. tourne à gauche ensuite. On tourne à gauche Ouais, sur ensuite l'image. et on arrive dans l'atrium. Et voilà. Mais donc, ce couloir, en très grande partie, n'est plus utilisable. Donc, il est complètement plein de décombres. Je pense je pense que ça ne valait pas la peine de, de déblayer. Et donc, on entre par des escaliers qui ont été aménagés un peu à un autre endroit. Oui. Alors, maintenant, ce que j'aimerais bien faire, avant d'entrer dans le temple cette Mhm. fois-ci, je remontre peut-être une image de l'entrée pour que ça puisse
nous interpeller. Voilà, on est à l'entrée. À l'entrée, nous allons expliquer, tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais avant tout, ce qui m'intéresserait, c'est Virgile et l'Énéide. Mmh. Voilà, Virgile et l'Énéide. J'aimerais citer un extrait, justement, d'une analyse qui a été faite sur le texte de Virgile et l'Énéide, en sachant que l'Énéide est composée de 12 chants et selon une règle symétrique propre à l'ancien temps, pythagoricien en plus, tu pourras nous en dire plus, le poème se départage en 6 chants d'un côté et 6 chants de l'autre parce qu'il y en a 12. Donc on entend bien la symbolique qui sous-tend cela, on entend les constellations, les 12 travaux d'Hercule, on entend bien les 12 chemins qui, qui construisent le ciel constellé. Donc il y a un rapport avec ça, il y a une intention, et il a bien décomposé 6 chants d'un côté et 6 chants de l'autre. Et voici la citation qui évoque justement Virgile, et puis tu pourras me argumenter mmh, pour dire ce que tu penses sur la citation. Il y a une vingtaine d'années a été suggérée de façon plus originale une structure à la fois initiatique et zodiacale. On parle bien de l'Énéide, le texte du poème de Virgile. Initiatique parce que les chants 1 à 4 représentent une sorte de catharsis et de séparation. Aîné renonce peu à peu à l'homme qu'il a été, tandis que les chants 5 à 8 apportent au héros les révélations des mystères de l'au-delà. Il constitue donc le second degré de l'initiation. Et qu'enfin les chants 9 à 12 correspondent à son retour dans le monde et à la réalisation du projet divin. Zodiacal parce que, selon le savant, chaque chant de l'Énéide correspond à un signe du zodiaque. L'épopée commence sous le signe du Scorpion, signe pour les astronomes antiques des côtes de Libye et de Carthage. Elle se poursuit avec le signe du Sagittaire, signe de feu qui correspond bien aux incendies de la dernière nuit de Troie, et continue ainsi jusqu'au chant 12 qui clôt l'œuvre sur le signe de la Balance, signe de naissance d'Octave et toujours pour les astronomes antiques, signe de Rome et de l'Italie. Alors, je montre bien l'ouvrage. Voilà, on le montre. Je vais, ok, partage écran. C'est une analyse de l'Énéide de Virgile classique. Ce n'est pas une interprétation ésotérique ni spirituelle. Elle est classique. Qu'en penses-tu, mon cher Hans, de cette lecture? Oui, je n'ai jamais, approfondi la question sur le rapport entre les 12 signes du zodiaque et les et les 12 chants de l'Énéide. J'y ai pensé, j'ai fait quelques tentatives de rapprochement et j'ai lu différentes choses qui ont été proposées par des études, bon, je dirais plus ou moins sérieuses, mais je n'ai jamais approfondi la question, donc Très je bien. ne l'exclus certainement pas. Oui. Il y aurait moyen, mais sur base des quelques éléments que vous avez cités, je ne peux pas me prononcer. Très bien. Je ne Mais peux pas est-ce dire que que ça commence par le scorpion, par exemple, pour oui, finir oui, par là, il faut la balance. connaître, bien Oui. sûr, il faut connaître un petit peu l'astrologie antique, Mhm, géographique. Chaque pays était sous l'influence d'un zodiaque. Donc, Carthage, qui est en Tunisie actuelle, était sous l'influence d'une constellation, autant que Rome. C'était la géographie mhm, astrologique de l'époque. Mais ce qui est intéressant, hmm, on signale bien qu'il y a un côté initiatique et spirituel dans l'Énéide, une mhm. analyse voulue par l'auteur, Virgile, le grand poète de l'Antiquité romain. Et en même temps, si la basilique est elle-même initiatique, cela voudrait dire qu'il y aurait aussi une lecture zodiacale, initiatique et spirituelle qui pourrait valider ton hypothèse. Euh, je le pense, je n'exclus nullement, puisqu'il y a des correspondances manifestes entre les différents tableaux qui ont été disposés symétriquement, d'une façon très très précise. Et donc, c'est absolument possible qu'il y ait un sens astrologique ou astronomique. Mais encore une fois, je n'ai pas trop étudié cette Bien question-là. sûr. Oui. Un mot sur Virgile. Qui est Virgile et qu'est-ce que l'Énéide?
Alors Virgile est peut-être le plus grand des poètes romains ou latins en tout cas, puisqu'il venait en fait de Mantoue, plutôt dans le nord de l'Italie, la Gaule cisalpine anciennement, et il a écrit en fait trois ouvrages, les, les bucoliques sur la vie des bergers, les géorgiques sur l'agriculture, et alors l'Énéide qui est une épopée. Et en fait, pendant sa vie déjà, Virgile était célébré. Cicéron qui était en fin de carrière, mais a connu la représentation d'une bucolique du jeune Virgile. Et déjà, Cicéron était impressionné par le talent de ce jeune poète dont il voyait qu'il allait devenir quelqu'un de très connu. C'est ce qui s'est passé. Quand Virgile s'est mis à écrire, ou pratiquement à terminer l'Énéide, Properce, qui est un autre poète contemporain de Virgile, avait annoncé qu'il y avait une œuvre extraordinaire qui était en train de naître et que le peuple romain allait avoir son épopée, comme les Grecs avaient eu leurs épopées avec notamment les poèmes d'Homère. Donc, et alors, ce qui est très important, c'est que dès l'Antiquité, on s'est évertué à approcher les œuvres de Virgile comme des œuvres philosophiques. Et ça, c'est une chose qui a perduré durant toute l'histoire. J'ai d'ailleurs essayé, notamment avec M. Stéphane Fay et Mme Caroline Teusbach, nous avons édité un autre ouvrage chez Paya consacré à Virgile qui s'appelle Virgile traditionnel, et où nous avons présenté un choix de commentaires philosophiques qui ont été faits à travers les siècles sur le sens philosophique des œuvres de, de Virgile. Et l'Énéide alors, quel est le propos de l'Énéide? Qui Alors, est Énée? Énée est quelqu'un de la famille de Priam, le roi de Troie. C'était un des beaux fils de Priam. Et Énée était en tout cas un des prétendants au trône de Troie, mais Troie a été détruite. Et donc, il a dû fonder une nouvelle Troie ailleurs. Et il a quitté, donc, lors du désastre de la ville de Troie, détruit par les Grecs, il a quitté la ville de Troie, il a voyagé à travers le monde, il est passé entre autres par, vous l'avez dit tout à l'heure, par l'Afrique, par Carthage, et finalement il s'est installé en Italie, et ses descendants, Romulus et Rémus, c'est la légende bien connue, ont fini par fonder la célèbre Nouvelle Troie, la ville de Rome, qui deviendra maître du monde, comme tous les oracles l'avaient annoncé jadis aux Romains et qui se sont réalisés. Donc l'Empire romain trouve ses origines dans, euh, dans la royauté du prince Énée. Un Troyen, à l'époque d'Achille, à l'époque d'Ulysse. Donc ça poursuit les épopées grecques, l'Odyssée et l'Iliade, ça poursuit ces œuvres-là, Mhm. mais on est bien après Homère. Hein, Oui, oui, c'est un oui, romain oui, qui est écrit sur Énée bien après les œuvres et les oui. épopées Mhm. homériques. On est Mhm. d'accord avec ça? Je voudrais maintenant lire un dernier passage du même ouvrage que j'ai présenté, Mhm. qui parle de l'Énéide, et tu pourras dire ce que tu penses de cet extrait. Pour montrer qu'il y a une symétrie, une volonté de la part de Virgile de construire son Énéide toujours d'une manière structurelle, pythagoricienne. Mais au chant 6, donc il y en a 12, mais au chant 6, véritable pivot de l'œuvre, il reçoit dans les enfers, donc c'est Énée qui part aux enfers, avec Acume exactement, il reçoit dans les enfers une initiation qui va tout changer. Virgile prend en effet bien soin de présenter ainsi cette catabase. Énée a subi une propédotique. Il affirme s'être préparé, avoir tout prévu, tout pesé par avance. Il s'est purifié avant de pénétrer aux Champs-Élysées. Il asperge son corps d'eau fraîche.
geste pratiqué par exemple par les mystes à Éleusis. Et il doit absolument posséder le rameau d'or qui rappelle lui aussi la baguette rituelle des mystes. Que penses-tu de cette citation? On Ah, est ça, encore dans une analyse oui, initiatique, hein? ben là, je me sens un peu plus à l'aise puisque Oui. je reconnais en fait bien des thèmes qu'on trouve entre autres chez l'ancien commentateur de Virgile, Servius, qui a vécu, disons, au IVe siècle après Jésus-Christ, quatre siècles après Jésus-Christ, et notamment le rapport entre cette catabase de Virgile et les mystères d'Éleusis semble bien établi. Hmm. C'est certain, il y a des rites d'initiation et en fait, tout le monde est d'accord, tous ceux qui ont essayé d'approfondir le sujet sont d'accord là-dessus. Et il y a énormément de signes donc qui indiquent que l'œuvre de Virgile est une œuvre spirituelle, initiatique, qui dépasse justement juste une histoire, je dirais poétique, parce que c'est pas Oui, vraiment oui. une histoire. Et donc, selon toi, c'est Virgile lui-même, comme tu l'as bien signalé, qui a désiré fonder un sanctuaire dédié à son œuvre. Mhm. Et donc, ce temple-là représente toute l'initiation d'Énée et toutes les fresques évoquent justement l'Énéide en contrepartie. Pour quelle raison? Pythagoricienne. Est-ce que Virgile était vraiment pythagoricien? On voit des traces avec, bien sûr, des mystères d'Éleusis. On sous-entend une structure arithmologique basée sur une fondation logique pythagoricienne, donc hermétique. Mhm. Mmh mh. Et à ton sens, est-on certain qu'il est réellement pythagoricien et que la basilique est pythagoricienne? Avant de nous embarquer cette fois-ci dans les fresques. En tout cas, il y a tellement de traces de pythagorisme à l'intérieur de l'œuvre de Virgile. Maintenant, est-ce qu'il a été, disons, plus ou moins officiellement pythagoricien? C'est difficile à dire, mais il connaissait le pythagorisme, c'est certain. Et il s'en est inspiré. Donc, pour moi, il n'y a pas tellement de doute qu'il fut pythagoricien. Une chose qui peut encore peut-être convaincre ceux qui seraient peut-être sceptiques à l'idée, c'est que euh, le pythagorisme a connu son essor, a pris son essor peu avant Virgile, une génération avant, avec Nigidius Figulus, qui était un grand ami de Cicéron. Et Nigidius Figulus, il n'y a pas de doute, il était pythagoricien. Et, et Virgile s'est inspiré de tous les auteurs. Il devait connaître Nigidius Figulus, euh, en tout cas ses œuvres, dont on n'a plus que gardé malheureusement que des extraits, mais il y en a certains qui sont absolument passionnants. Et un petit détail d'ailleurs qui est amusant à raconter, c'est que dans la vie on sait que le père de Virgile, disent les biographes, était potier. Potier se dit en latin figulus. Ah ah. Alors, je ne sais pas si on n'a jamais fait le lien entre la paternité spirituelle et, je dirais, charnelle de le père spirituel peut-être et le père charnel de Virgile, mais je suis assez tenté d'y voir peut-être un jeu de mots. Quand on dit que le père de Virgile était un potier, il s'agissait de peut-être bien de Figulus qui portait le surnom de potier. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que bien des siècles plus tard, voire un millénaire plus tard, un autre grand poète, cette fois-ci chrétien, écrit une autre épopée, une Mhm, autre grandiose affaire de l'humanité, Dante. mhm, Il écrit un ouvrage où il met en avant Virgile. Il mhm. voyage avec Virgile, puis ensuite avec Béatrice. As-tu mis en rapport dans ton analyse le temple de Virgile, euh, ce que dit Dante sur Virgile, comment il s'est approprié Virgile, et que l'aura même de Virgile a fait de Dante euh, une entité spirituelle qui lui permet de voyager dans une autre catabase, cette fois-ci chrétienne. Est-ce que tu as mis un rapport avec l'œuvre de Dante et l'œuvre de Virgile? Je cite Dante une ou deux fois dans l'ouvrage Le Temple de Virgile.
euh, le sujet n'étant pas Le propos, on est d'accord. le propos n'étant pas Bien sûr. l'influence de Virgile sur les temps postérieurs, mais de montrer vraiment que le temple est de Virgile. Mais c'est certain que l'admiration que Dante avait pour Virgile s'inscrit à toute une époque où on a redécouvert Virgile comme un maître spirituel, alchimiste, extraordinaire, et Mm. qu'il était lu et qui était lu ainsi. Maintenant, on va rentrer dans la basilique et on va commencer à prendre connaissance avec une image d'ensemble. Donc, Mm-hmm. on va percevoir les plafonds et les murs. Je vais commencer par le plafond. Comme ça, on aura une idée. Voici le plafond. Oui, ça c'est la nef centrale. Voilà. Oui. Le plafond avec toutes ces fresques qui datent Mm-hmm. de 2000 ans, qui ont été restaurées, bien sûr, sur une certaine mesure, avec des règles archéologiques bien précises. Et dans ton ouvrage, fresque par fresque, tu analyses toutes ces choses-là. Et comment, ça m'a interpellé, c'est comment es-tu arrivé à comprendre que cette basilique n'était pas juste une basilique pythagoricienne, mais qui était un sanctuaire de l'Énéide, en sachant qu'il n'y a aucune inscription, en sachant qu'il n'y a que des Mm-hmm. fresques. Mm-hmm. Donc, lorsqu'on observe d'un peu plus près, alors dans ton ouvrage, on peut voir fresque par fresque, on peut bien tout voir. On va bien sûr parcourir quelques fresques pour s'apercevoir de la grandeur de l'œuvre. Non, c'est très ancien tout ça. Mais comment, mon cher Hans, as-tu découvrir que c'était un temple de Virgile? Historiquement, je peux être très bref parce que c'est une partie moins intéressante, mais elle est intéressante quand même. Historiquement, j'étais un jour en train de lire, comme vous-même, l'ouvrage de Carcopino. Et il y a Louis Coars-Vonnefort qui m'a téléphoné, avec qui je suis ami, et il m'a téléphoné pour dire, mais qu'est-ce que tu fais en ce moment? J'ai dit que j'étais en train de lire l'ouvrage de Carcopino. Et il m'a dit, ah, tiens, c'est intéressant, j'aimerais te parler d'une interprétation que j'ai d'un de ces stucs, un de ces registres, et à mon avis, c'est un tout autre sujet. Et j'ai dit, ah, ça m'intéresse. Et on s'est rencontrés quelques jours plus tard, et il m'a expliqué en détail la scène où, jusque-là, disent en grande partie les archéologues, on était censé voir Orphée et Eurydice. Et il m'a dit, ça ne correspond pas du tout. Il y a des choses qui sont en flagrante contradiction avec le mythe d'Orphée et Eurydice. Par exemple, ils se touchent, ils se donnent bien La main, ils la sont... main, et Ouais. ça c'est absolument contraire à tous les récits qu'on a du récit d'Orphée et Eurydice. Quand il se retourne, elle s'envole comme un fantôme, il essaye de la saisir, mais il n'y parvient pas. Donc ça ne colle absolument pas. Et en plus, il n'a pas de lyre, il ne porte pas de cithare, il porte une branche avec des feuilles. Et lui, il m'a dit, ça correspond à un moment précis dans le texte de l'Énéide, ça correspond à la scène où Énée est accompagné de la Sibylle lors de la descente aux enfers avec la rameau d'or. Et ce qu'il m'a dit m'a convaincu. Mais il n'avait que ce stuc-là. Il disait, voilà, qu'est-ce que ça vient faire dans toutes ces scènes mythologiques? Bon, il n'avait pas la réponse, moi non plus. Mais ça m'a fait réfléchir. Et puis, tout en lisant l'ouvrage, je tombe sur une autre image. Et ça me rappelait un autre passage de l'Énéide. Et je me dis, mais en fait, mais ça c'est Didon avec Énée. Ça correspond pile poil au texte de l'Énéide. Et j'ai téléphoné à Louis. Et il était convaincu par ce que je disais, moi, et on a dit, mais on devrait écrire un article là-dessus. Et en fait, les mois se sont écoulés, enfin, je veux dire, on s'est dit, on va écrire ensemble, on va laisser passer, on devait se voir pendant les vacances, ça aurait été plus facile, et on devait écrire cet article. Et on a commencé à écrire cet article, mais sans absolument se douter encore de la réalité. On se disait, c'est comme Carcopino avait dit, ce sont des scènes de la mythologie grecque. Et donc, il n'y a que ces deux stucs qui sont de l'Énéide. Et puis, à un moment donné,
Louis a dit, mais si les autres scènes finalement étaient de l'Énéide aussi, mais c'était des mois plus tard. Et moi, j'étais même assez sceptique. Je lui dis, oh, oui, oh, oui, peut-être. Enfin, je n'étais pas convaincu. Je n'étais pas du tout convaincu. Et lui s'est penché sur la scène principale de l'abside, où jusque-là, on reconnaissait toujours le sceau de Sappho, le sceau de Sappho à Leucade. Et il a essayé, il a cherché un petit peu dans l'Énéide, et puis il a dit, est-ce que ce ne serait pas une sorte de représentation symbolique de la bataille de Leucade, enfin la bataille d'Actium, comme on l'appelle plus souvent, qui est près de Leucade. Et on regarde un peu le texte et on se dit, oui, mais non, ça ne semblait pas coller. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, regarde, dans le texte, on dit qu'il tend son arc. Et on ne voit pas Apollon tendre son arc. Il la tient dans sa main. Et puis, soudain, Louis m'a dit, mais si, il tend son arc, mais dans le sens érotique. Et c'est là tout de suite que j'ai dit, mais ça c'est extraordinaire. Mais j'ai dit, mais oui, il y a quelque chose là. Et puis on a commencé finalement à analyser tous les éléments du texte de la bataille d'Actium. Et les autres scènes, on a commencé à examiner les autres scènes. Ce n'était pas toujours très évident de retrouver d'abord à quelle scène de l'Énéide se rapportait telle ou telle image, mais finalement, on a à peu près déchiffré la majorité des images, en tout cas qui étaient disponibles sur des clichés, parce que ce n'est pas facile d'étudier sur place. Et en fait, on a toujours trouvé la scène correspondante de l'Énéide, et ça colle, mais je dirais presque au millimètre près au texte, mais au texte interprété d'une façon assez littérale, à la fois littérale et allégorique. Il faut voir bien sûr élément après élément, mais pour nous, il n'y a pas de doute. Pour nous, donc, pour nous, c'est absolument certain que l'Énéide est une description des images qu'on voit dans la basilique, et les images sont des illustrations de ce qu'on lit exactement dans l'Énéide. Un petit mot sur la grande bataille d'Actium pour, ceux qui nous Oui. observent, parce que certains pourraient ne pas connaître justement cette grande bataille, Mmh. très importante pour la destinée de l'Empire romain de l'époque. Mmh. Pourrais-tu nous dire un mot sur la bataille d'Actium? Oui, donc Et bien sûr avec le rapport avec l'Énéide, hein? oui, donc en fait, tous les savants sont d'accord sur le fait que tout l'Énéide, toute l'Énéide, tout l'ouvrage tourne autour de la bataille d'Actium. C'est vraiment le point d'orgue dans l'Énéide. Tout semble préparer la bataille d'Actium qui est décrit dans le 8e chant de l'Énéide. Et cette scène, la bataille d'Actium, est montrée dans la scène de l'Abside, donc la scène principale. Alors la bataille d'Actium opposait Auguste, enfin Octave, le futur empereur Auguste, à Marc-Antoine et Cléopâtre. Et cette bataille était vraiment la bataille pour savoir qui allait finalement régner sur l'ensemble de l'Empire romain. Jusque-là, Octave régnait en Occident. Il résidait en Italie et régnait sur l'Occident. Et Marc-Antoine, avec le soutien de Cléopâtre, régnait en Orient et résidait en Égypte. Et donc, ils se sont rencontrés à Actium, qui est donc sur la côte ouest de la Grèce, en face de l'île de Leucade. Et c'est là que les armées de Marc-Antoine et d'Octave se sont affrontées. Et d'après la légende, la déesse Victoire, à un moment donné, accordait la palme, la déesse Victoire qu'on voit dans l'abside également, a donné la palme de la victoire à Octave, qui a donc remporté cette bataille. Très peu de temps après cette bataille, Marc-Antoine s'est suicidé, Cléopâtre, elle aussi, s'est suicidée, et Octave est devenu le nouveau maître de l'Empire romain. Mmh. Et c'est un événement encore actuellement considéré comme un événement clé qui signe la fin définitive de la République romaine et le début de l'Empire. Et Bien Virgile a sûr. vécu
Justement, Donc Virgile a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ, 79 avant Jésus-Christ, sa naissance, je crois. 19, non, je me trompe pour 79, mais il est mort peut-être 70 avant Jésus-Christ, et il est mort en 19 avant Jésus-Christ. et Et il était donc ami d'Octave, d'Octave bien sûr. et d'Auguste, enfin C'est un rapport quand même, intentionnel. Donc il oui, connaissait Octave, il oui, connaissait les événements d'Axiome. La destinée de Rome a complètement changé et celle du monde parce que oui, oui. c'est impressionnant. Mmh, Et donc, c'est une bataille très importante mmh, dans l'Énéide, d'où l'importance de sa présence dans les fresques. oui, Je vais montrer une image avant d'analyser image par image. On ne va pas toutes les oui, voir, ça ferait trop long. mmh, Mais ce qui m'intéresse, c'est d'abord celle-ci. Voilà, pour percevoir la beauté, voilà, j'ai choisi une image où l'on mmh, peut voir vraiment une beauté de fresque dans un ensemble. On regarde en haut, il y a des images, des fresques, aucune écriture, que des fresques. mmh. Et bien sûr, on regarde là, et tout ceci est décodé, décrypté par notre cher Hans. Ah, la scène que nous voyons, de face, non. Celle-là, Celle-ci ne l'est pas, hein? non, non, non. Donc Ouais, ce sont plutôt les images qui sont au-dessus, au-dessus. Donc les scènes qui sur le sont au-dessus. plafond, Oui, oui, oui. Sur le au plafond plafond. et sur la paroi, je crois, enfin ça non, c'est le début du plafond, c'est vrai que c'est le début du Celle-ci, hein, plafond par qu'on voit exemple. derrière. Oui, oui, Ouais, 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 oui, ouais. oui. Donc, es-tu prêt? Nous allons nous embarquer Oui, cette fois-ci. oui, Nous embarquer. mmh. Est-ce que tu préfères que je commence par, la nef centrale ou tu préfères par les décorations, tout simplement? Qu'est-ce qui Quel est ton choix? Oh, je pense que la nef centrale, il y a là les scènes les plus belles et les plus importantes. Ça va peut-être plus Alors, parler, à on va l'auditeur ou au commencer très bien. spectateur. Oui. Alors, on commence par la nef centrale. On va commencer par cette image. Mmh mh. C'est une vue d'ensemble et ensuite je pourrais zoomer, et proposer d'autres images pour Mmh mh. avoir un meilleur résultat, hein. Mmh. Donc là, c'est juste un visuel d'ensemble. Lorsqu'on rentre, voici, on a Mmh. ça en face de nous. Oui. D'accord? Mmh mh. OK. Ensuite, je propose une autre image, celle-ci, beaucoup plus précise, beaucoup plus fine. Voilà, je pense que tu la Mmh. reconnais. Oui. Mmh mh. OK. Donc là, c'est une image importante, dans la nef qui se présente là. Mmh mh. Voilà. Je laisse un petit peu aux éditeurs observer les scènes et je continue par d'autres images, cette fois-ci en plus grande résolution et voici. Oui, c'est magnifique. Ouais, C'est absolument splendide. ouais. Oui, oui. Donc, nous avons vu du plan d'ensemble vers un plan plus rapproché et là, cette Mmh. fois-ci, on a comme zoomé Mmh. vers la nef centrale et nous observons cette image. Oui. Qu'est-ce que cette image? Donc on voit un personnage ici qui tend quelque chose, un autre personnage là avec un drap, un autre personnage, des rochers. Fais ton analyse. Qu'est-ce que cette image? Qu'est-ce que cette fresque représente? Alors, on voit sur cette partie de l'abside, ce n'est que donc qu'une partie, c'est la moitié environ que nous voyons, et on voit donc au centre Cléopâtre. Alors, Cléopâtre est parfois présentée comme une courtisane et elle montre ici tous les attributs de la courtisane. La courtisane, donc, d'après une description très précise qu'Ovide nous a laissée de la courtisane, marche sur la pointe des pieds, hein, c'est ce que nous voyons, porte une lyre, laisse l'épaule, gauche, dénudée, ce que nous voyons aussi sur l'image, et laisse flotter le voile dans le vent. Alors, il y a certains traits qui rejoignent aussi le texte de l'Énéide. Bien sûr, pour ça, il faut avoir le texte latin, hein, et, enfin, il faut connaître le latin. J'essaie toujours dans mon ouvrage, pour ceux qui ne connaissent pas le latin, de donner une description aussi littérale que possible. Mais on dit dans le texte de Virgile que, à un moment donné, Cléopâtre
euh, le texte dit dar vela, elle donne le voile. La voile ou le voile, justement, c'est là toute la question, puisque velum a les deux sens. Voile d'un navire et voile d'une femme. Et ici, on voit que la femme, dar vela ou dar velum, je crois que c'est au pluriel dans le texte, un pluriel poétique comme on dit, elle donne donc les voiles, elle laisse le vent gonfler les voiles. C'est comme ça qu'on traduit souvent et on imagine dans le texte, d'après le texte, qu'elle est en train de faire en sorte que les voiles des navires, euh, des navires égyptiens, la flotte égyptienne qu'elle conduisait avec Marc-Antoine, se gonfle dans le vent. Mais il y a vraiment le texte de l'Énéide peut être lu de façon extrêmement précise. On dit aussi, autre détail, que le Nil accueille Cléopâtre dans ses plis. Et c'est exactement ce que nous voyons sur l'image. Donc, il y a ce grand homme qui tend un vêtement et qui reçoit Cléopâtre dans ce drap plié qu'il tient devant, enfin, ou déplié plutôt qu'il tient devant elle. Mais donc, il faudrait avoir le texte latin. Dans mon ouvrage, je détaille tous les éléments les uns après les autres pour montrer à quel point, si on lit le texte de façon littérale, euh, en fait, l'artiste qui a fait cette image et qui est inspiré manifestement par Virgile, en tout cas, le texte de Virgile colle vraiment à Mmh. tous les mots de tous les mots du texte de Virgile collent vraiment à tous les détails de l'image. Qui est ce personnage avec des ailes? Alors, euh, il faudrait que je revoie, j'ai un peu survolé mes interprétations pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Le D'accord. personnage, elle est, à mon avis, à Iapix. Dans le texte, on dit que c'est le vent Iapix qui soutient Cléopâtre, qui aide Cléopâtre dans sa fuite, on imagine dans sa fuite, mais évidemment ici ça ne ressemble pas tellement à une fuite. Mmh. Très bien, très bien. Le yapik c'est un vent, hein, donc un vent, un personnage masculin ailé. Mmh. Et quel est le rapport initiatique avec cette image? Quel est le rapport et le rappel? Oui, alors en fait, jusque à cette interprétation virgilienne de l'image, on a toujours prétendu, et d'ailleurs pas à tort, que la personne féminine représentait Sappho qui faisait le fameux saut de le donc qui était une île en face d'Axiom, avec comme le rocher de Leucade qui était très élevé, permettait à quelqu'un qui était amoureux, mais dont l'amour n'était pas couronné du succès, la personne amoureuse pouvait sauter de la falaise dans l'eau. Et si cette personne survivait au saut, elle était débarrassée de son amour sans espoir. Par contre, l'effet était que la personne aimée devenait à son tour amoureuse de la personne qui avait fait le saut. D'où on peut Le s'imaginer sceau de évidemment Leucade, bien sûr. le saut de Leucade. Et le Mmh. saut de Leucade était un rite, on a des descriptions très précises là-dessus, était un rite qu'on faisait d'ailleurs pratiquer généralement par je sais pas, des criminels, je crois, des gens condamnés à mort, qui risquaient leur vie en sautant. On leur collait des ailes dans le dos et ils faisaient ce saut. Et s'ils survivaient, ben, tout allait pour le mieux. Et s'ils laissaient la vie, ben, c'est un saut dangereux. Oui, je s Et bon,
ce saut a souvent été considéré comme un saut initiatique. Des universitaires ont essayé de rapprocher ce saut avec différents rites. Il pouvait être fait en l'honneur d'Apollon, l'Apollon qu'on n'a pas vu sur l'image enfin, qu'on a vu sur la première image qu'on a vue de l'abside, mais pas sur l'image en bonne résolution. Mmh. Donc, Apollon se trouve en face de cette femme qui fait le saut et lui tend la main droite. On sait qu'il y avait une statue à Leucade ou à Axiom en face qui correspond exactement à ce que nous voyons dans la basilique. Donc c'est Apollon avec la main tendue, on avait une statue en tout cas représentée sur une monnaie. Je crois que c'est Friedlander qui avait montré la proximité de cette image donc qu'on voit dans la basilique avec la statue d'Apollon de Leucade. Donc là, réellement, on a en face de nous, le centre de la nef, Oui. l'abside, c'est la bataille d'Actium Mmh. et Cléopâtre est mise en avant. Oui, Le solo de Leucade est mis en avant. Je oui. vais remontrer l'image pour Mmh. montrer que c'est réellement au cœur même, voilà, au cœur même de la basilique. Alors, la résolution n'est pas haute parce Mmh. qu'on ne Oui, peut pas oui, oui. avoir meilleur. Mmh. Je suis désolé, j'ai essayé d'avoir des belles Mmh. images. Mmh. Donc, on perçoit ici Cléopâtre, le fameux personnage avec son drap. Mmh. C'était cette partie-là qu'on a perçue. Oui. Où est Apollon? C'est Apollon donc est en face exactement, en fait, au en centre face, en fait c'est lui, oui, c'est lui. là, voilà, Ah, voilà, c'est ça ça. c'est Apollon, Ouais, hein. OK. Et qui est ce personnage? Et là, en dessous, c'est la victoire. Ah, c'est la Donc déesse. la victoire avec des Mmh, ailes, avec une mmh. couronne et des feuilles de palmier, de Donc branches de palmier. d'accord. Donc en face de nous, dans l'abside, nous avons la bataille d'Actium, un rite initiatique, Mmh. une transformation de soi, comme ça qu'on peut le concevoir, une métanoïa, une catabase vers une transformation plus haute de soi. Comment pouvons-nous entreprendre ces illustrations avec un rapport initiatique? Toutes les fresques d'ici. Donc, c'est réellement une métanoïa. Est-ce que tu es d'accord avec ce terme? Oui, sans doute, mais au vrai sens du terme, parce on en a abusé, bien sûr. La Bien métanoïa, sûr. c'est recevoir un nous tout à fait nouveau, un Mmh. intellect tout à fait nouveau, qui n'a rien à voir avec notre malheureuse raison raisonnante. On est d'accord. C'est une renaissance, Oui, oui. une Mmh, renaissance. Donc mmh, là, indirectement, c'est pour ça que je parle de ça, indirectement, on nous invite à une renaissance, vraiment un rite initiatique, une transformation de soi, donc une métanoïa, une réception de l'intelligence supérieure qui vient, illuminer, je dirais, notre petite conscience mmh. humaine et la bataille d'Actium est au centre de ce Oui, rite-là et oui. en face de l'abside Mmh, carrément. mmh, Donc c'est très important à mettre en parallèle toutes ces choses-là mmh. pour que ceux qui observent et qui nous écoutent puissent voir et comprendre que ce ne sont pas juste des fresques, qu'il y a une herméneutique, C'est certain, ça c'est une herméneutique certain. des Oui, fresques. oui, oui, oui. Je vais montrer maintenant, on va, sur des panneaux, des fresques. Alors, est-ce qu'elles étaient en couleur? Ça m'a toujours interpellé. Est-ce que ces fresques, la basilique était en couleur? Parce que là, on a aucune couleur. Non, je ne crois pas, je ne crois Mmh. pas. Il y a, une fresque à l'entrée, dans l'atrium, qui montre, le fameux rameau d'or avec les 2 colombes qui sont venues, en fait, guider Énée vers le rameau d'or. Mais le reste, ce sont des stucs, donc et je crois que ces stucs étaient en blanc. J'espère ne pas me tromper, mais je n'ai jamais entendu parler de couleur, donc à D'accord. l'origine appliquée à ces fresques, à ces stucs. Je vais montrer une première image. Tu vas nous en dire davantage sur Mmh. celle-là. Oui. Voilà. Alors, cette belle image, tu as fait beaucoup parler dans ton ouvrage et tu en dis énormément. Mmh. Heu Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on observe Carlo Pino parler de la même image, on a une autre interprétation, mais complètement différente. Oui, oui. Bon, heu, peux-tu nous dire un mot de ce que tu vois par rapport à Alors l'Énéide?
Oui, Mmh. d'abord donc, anciennement, on prétendait que c'était, Ganymède, enlevé par Jupiter. Donc Ganymède était un prince troyen et Jupiter l'a enlevé et en a fait son échanson. Alors, évidemment, ce qui semble coller à première vue, c'est que l'échanson ici, c'est bien un échanson. Il tient un oinokoé, c'est comme on l'appelle, donc un récipient pour verser du vin. Mais par contre, il y a chaque fois qu'on commente ces images selon la mythologie grecque, on tombe sur des problèmes. Ici, on a toujours dit que Ganymède, dans tous les textes, on dit que Ganymède a été enlevé par un aigle. Et dans un texte, je ne sais pas si c'est d'Hérodote, peut-être par une espèce de tempête, un vent tempétueux. Ici, nous avons un personnage qui est habillé, et qui est habillé d'ailleurs comme un Phrygien, comme sur l'image qu'on n'a pas encore vue d'ailleurs, mais avec Énée conduit par la Sibylle. Il y a plusieurs stucs où on montre les personnages habillés comme des Phrygiens. Les Phrygiens sont des Troyens, donc il est habillé comme un Phrygien, et en plus le personnage est ailé, mais ce n'est pas un aigle. Et en fait, on dit quand on lit attentivement le texte de l'Énéide, il y a une scène où Palinure, qui est le pilote de la flotte des Troyens, qui sont en train de chercher donc une nouvelle patrie, que Palinure, il a les yeux qui nagent, dit le texte, lumina natantia. En fait, il est en train de s'enivrer. C'est une formule qui est employée pour des gens qui sont en train de s'enivrer. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, selon le texte toujours de l'Énéide? On dit aussi que Palinure est nue. On dit que, enfin, sauf pour un vêtement, on voit d'ailleurs un vêtement sur l'épaule, sur le bras droit, hein, qui flotte un peu autour de lui. Et puis, qu'est-ce qui se passe selon le texte de l'Énéide? Il y a le sommeil, qui est un dieu ailé, qui descend vers Palinure, mais qui se déguise en Phorbas, qui est un Troyen, donc un Phrygien, et qui vient s'emparer de, de Palinure et qui le noie dans les flots, qui finalement l'enlève du navire et le plonge dans les flots où il se noie malheureusement. Et on a tous Mmh. les éléments, donc il y a d'autres éléments, mais j'attire l'attention sur la torche qui est Ah, tenue, je vais la qu'on voit remettre. sur. Voilà. Hein, et en fait, cette torche prend la forme d'un Y, d'un upsilon. Il y a la branche principale et puis il y a les deux cornes. Les flammes sont très symétriques. Ce n'est pas des flammes très naturelles, comme si on pouvait encore un peu mieux voir, on verrait peut-être la symétrie parfaite des flammes. On dit que l'Y est une lettre à deux cornes, une corne qui penche vers la droite, une, une corne qui penche du côté gauche. Et donc, c'est ce que nous voyons aussi. Les pilotes des navires, je dois encore préciser, avaient l'habitude de porter une torche. Y a-t-il un rapport avec justement le Y pythagoricien? Oui, il y a un rapport avec le Y pythagoricien et on le voit sur plusieurs images. On l'a vu aussi sur l'image de l'abside. En fait, l'arbre qui est derrière Cléopâtre est aussi un arbre à deux branches, une branche qui va à Mmh. droite et une branche qui va à gauche. Et c'est apparemment chaque fois, et il y en a d'autres dans la basilique, on dirait que celui qui a fait les images cherche à nous dire, attention, la scène est ambiguë. Vous pourriez croire que c'est telle scène, mais en réalité, c'est telle autre qui y ressemble comme deux gouttes d'eau. Une herméneutique très délicate, hein, très Oui, délicate. Il faut connaître le texte par oui, cœur oui, oui. et il faut comprendre les sous-entendus à multiples niveaux pour faire lire et entendre ces images. Mhm, Je vais en présenter une autre, hein, oui, qui est aussi intéressante dans ton ouvrage. oui. Voilà.
Tu la reconnais, je vois. Oui, oui. Alors ici, l'interprétation, classique, je l'ai même déjà un peu oubliée parce qu'elle n'est pas très consistante, elle ne se base pas sur un texte précis en plus, j'ai oublié l'interprétation même habituelle qu'on donne de cette scène, mais en réalité, c'est de nouveau une scène de l'Énéide, décrite en quelques vers par Virgile. C'est Ajax, le petit Ajax, parce qu'il y avait le grand Ajax et le petit Ajax, qui enlève Cassandre de, du temple d'Athéna où elle s'était réfugiée lors du sac de la ville de Troie. Et là, nous voyons d'abord de nouveau très clairement l'Y, hein, parce qu'on voit les Il est bras, là, avec les bras, tout, hein. tout, Mmh. tout a l'air plus ou moins naturel, hein, tout est en Sauf les bras. mouvement, hein, sauf les bras qui sont raides Voilà. et qui ne sont pas naturels, les mains ne sont pas naturelles, alors que tout le reste du corps et les pieds des deux personnages sont absolument, c'est splendide, mais les mains et les bras de la femme forment nettement une lettre Y. Alors juste pour info, Oui, pour Carcopino, c'est le rapt de la Leucipide. oui, c'est ça. Oui, oui, Le oui, rapt de oui, la Leucipide. oui, C'est oui. quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce que tu dis. Non, 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 non. Le Mmh. rapt de la Leucipide. Encore un bonnet phrygien, on remarque ici, là. Ah non, c'est un Ça, c'est grec, hein. quoi? C'est pas un bonnet Ça, c'est phrygien. quoi? Non, c'est un bonnet Un bonnet grec. grec. Très bien, Je ok. dirais grec, mais en tout cas certainement pas phrygien. Non. Ok, très bien. Et quel est le rapport de cette image avec le côté initiatique? À quoi cela fait appel? Oui, je n'ai pas examiné ça pour toutes les scènes. Il y avait parfois Hmm. j'ai essayé de vraiment d'établir dans mon ouvrage d'abord le rapport étroit entre le Le texte et texte de Virgile, l'image, bien sûr. et ensuite, il y avait évidemment le sens initiatique de chaque image ou du texte en question. Ça demande un examen encore plus poussé. Plus Et poussé, oui. l'idéal, c'est d'avoir des commentaires. Et on n'a pas toujours des commentaires intéressants, en tout cas de toutes les scènes. Hmm. Donc, je ne Tout le pourrais travail pas. reste à faire. Oui, ah oui, c'est certain, mais pour Virgile en entier. Hmm. Pour donner un petit exemple, la scène avec le rameau d'or, tout ce qui concerne la description du rameau d'or, la découverte du rameau d'or, ça c'est une scène abondamment commentée, parce qu'évidemment il s'agit d'un végétal qui est en même temps un minéral, et c'est une branche en or, donc c'est un or végétal. Ça, c'est une scène qui a été énormément commentée. Mais la scène du rap de Cassandre par Ajax, d'abord, je n'ai pas trouvé des commentaires là-dessus. Et alors, pour trouver le sens profond de cette scène, il y en a certainement un, mais Tout je le n'ose travail reste à m'avancer. faire, bien Oui, oui, sûr, oui, bien sûr. oui, oui. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que déjà ton ouvrage apporte une grande pierre à l'édifice, c'est-à-dire ce texte, enfin ce sanctuaire se rapporte à l'Énéide. Tu essayes de montrer les rapprochements entre le texte et les illustrations de la fresque, des fresques que l'on est en train de voir une à une. On ne va pas toutes les faire, bien sûr. Je Mhm, sélectionne certaines. Et maintenant, ce qu'il faudrait faire dans un deuxième acte, voire plus pour plus tard, c'est vraiment je dirais pas une exégèse, mais une herméneutique qui décrypte les subtilités et les sous-entendus de chaque fresque, mais y compris de la construction de la basilique elle-même, la mhm. structure elle-même. Donc tout reste à faire. Oui, oui. Euh, c'est Mais ça je suis. qui est Oui, oui. important. Oui, je t'en prie. J'ai essayé de faire le lien entre plusieurs images. Donc, Mm. manifestement, il y a des scènes qui s'opposent, euh, qui sont liées entre elles. Par exemple, dans les deux scènes que nous venons de voir, ce sont les deux scènes les plus importantes du plafond de la nef centrale, et ce sont deux scènes de rapt. Hein. Donc, Palinure qui est ravie par Phorbas ou par le sommeil, déguisé en Phorbas, et puis Cassandre ravie par le petit Ajax. Ce qui est intéressant, c'est que dans le mythe d'Éleusis, qui est réellement le centre initiatique athénien, hein, à 20 km Mhm, d'Athènes, mhm, on a vu les parallèles avec, bien sûr, le rameau d'or et d'autres choses.
eh bien, il y a une histoire de rapt également. C'est le Oui, rapt de Perséphone. oui. Mhm. Y a-t-il un rappel, à ton avis, entre le rapt de Perséphone, les pleurs de la grande déesse mère de Déméter et bien sûr l'initié qui va, bien sûr, se mettre en contact avec les enfers, la catabase. Encore une fois, C'est oui, c'est une je n'ai pas réponse à tout, oui, malheureusement. Euh, mais pour celui qui connaît un euh, petit peu, on voit les oui, parallèles quand même. Il y a oui, oui, en tout cas, on voit que le rapt a une importance primordiale dans mmh, les mystères dans le mystère d'Éleusis, le rapt de Perséphone, et ici dans la basilique de Virgile, ça c'est ouais, évident. ouais. Non, de Est-ce nouveau, m'avancer, il y a certaines questions, je ne dis pas que je n'aurai jamais de réponse à donner, mais oui, c'est vrai que je n'ai à cet aspect-là, je dois dire, je n'ai pas réfléchi. Il m'est difficile. Ganymède, ravi par Jupiter, on voit peut-être un peu mieux le sens initiatique en ce sens, et peut-être c'est dans ce sens-là qu'il faut chercher, mais Ganymède, ravi par Jupiter, c'est manifestement, il y a là une scène d'initiation. Il va être ravi, il va pouvoir entrer dans l'Olympe et il va pouvoir il, il, il recevoir des fonctions, la mmh. fonction des chansons en l'occurrence. Donc, il y a manifestement là une scène d'initiation. Maintenant, On s'avance pas trop, on oui, fait juste des parallèles, il y a oui. aucun problème, parce que tout reste à faire, comme, on vient de le dire. Autre image, autre fresque, la Oui, ça voici. c'est une scène qui est reproduite d'ailleurs en tout 4 fois. Et là, c'est une scène, cette image-là, je ne l'ai pas vue sous cette forme-là. Mmh mh. Euh, mais bon, ce sont des, comment est-ce qu'on s'appelle ça? C'est des harpies stylisées Ici, là, voilà, contre des Amazones. Des là, Amazones, le bouclier que porte le personnage à droite est typiquement un bouclier d'Amazone. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que les personnages ont leurs pieds ou leurs pattes qui finissent en en, cercle, en en spirale, cercle, en oui, en spirale, spirale, voilà, exactement, voilà. et c'est le nom de l'île ou des îles où se déroule ce combat. Ces îles s'appellent les Strophades. Donc on voit ici, strophade, ça veut dire volute. Hein, donc c'est sur ces strophades que se déroule la lutte entre Harpie et Amazone. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, bon, déjà, il y a un code, imagé. Il faut connaître en latin, pour l'observateur, le mot spirale pour faire le parallèle avec ce que tu viens de dire. Mhm, Et ensuite, il faut très bien connaître, c'est classique comme on dit, pour saisir ce qui est en jeu. Et encore une fois, il y a toujours cette symétrie, on voit très bien cette symétrie dans mhm, les formes et dans les illustrations, et la harpie est magnifique, hein. Elle me fait mhm. penser un peu au sphinx, à la sphinge, Oui, sur oui, oui, certains aspects, oui, hein. oui, tout à fait. Femme avec des ailes et des pattes de lion. Oui, Oui, oui. OK. Je vais en montrer une autre. Voilà, vous allez voir que les fresques, je les ai montrées en haute résolution. C'est difficile de les avoir en haute résolution, Mhm, très difficile, c'est pas évident, c'est pas évident. On y va. Voici oui. une autre image. Mhm. Alors, Ça, c'est aussi une image qui est répétée, je ne sais pas, 4 ou 8 fois dans la basilique. J'en avais 2 ou 3 illustrations différentes. Et donc, c'est une victoire qui allume, qui s'approche de la mèche du candélabre pour l'allumer. Et là, ça fait allusion, il y a un vers, un ou deux vers qui dit que Funalia, si je me rappelle bien les termes euh, latin funalia noctem vincunt, je crois que c'est plus ou moins comme ça que c'est dit, ce qui se rapporte aux mèches, au pluriel, euh, vint la nuit. Donc ça, c'est l'illustration de ces quelques mots. Vincunt, donc fait allusion à la victoire. Donc c'est la victoire de la lumière sur
la nuit. Ce qui est très important, c'est que ces candélabres aussi, c'est qu'elles permettent, c'est un des éléments de datation qui laisse peu de doute. J'ai parlé de la datation faite par Carcopino, 50 après Jésus-Christ, mais il y a aussi une œuvre qui n'est absolument pas connue dans le monde, c'est l'œuvre de Bastet, qui est un archéologue hollandais, qui, après Carcopino, a fait un examen archéologique, mais très, très, très poussé de tous les éléments de, qui permettent de dater la basilique. Et entre autres, il dit sur ce type de candélabre que On va le ça montrer. date vraiment du début de l'époque d'Auguste. Donc, le candélabre, le Oui, voici. oui. Voilà. Est-ce qu'on peut voir le pied peut-être aussi? Parce Alors, qu'il je il vais parle aussi reculer. de... Oui, Voilà. c'est ça, voilà, voilà. Voilà. Hein, donc sur des pattes de lion, enfin, il détaille, il donne tous les éléments Mmh. et il dit ce type de candélabre date du début de l'époque d'Auguste. Ce qui est Mmh. assez curieux, c'est un des éléments sur lesquels il est absolument formel. Ce qui est assez curieux, c'est que Bastet n'osait peut-être pas trop s'opposer à Carcopino, qui avait une énorme réputation, et finalement, il a choisi une date un peu entre les deux. La candélabre, normalement, ça devrait renvoyer vers la date 20 avant Jésus-Christ. Et pour des raisons un peu trop longues à expliquer, Bastet a finalement décidé de dater la basilique en 20 après Jésus-Christ. Pour moi, encore 40 ans trop tôt. Alors que dans son ouvrage, il rassemble euh, tous les arguments qui tendent à prouver qu'il n'y a pas de doute, Mmh. le monument date de 20 avant Jésus-Christ et pas de 20 après. Le parallèle entre ombre et lumière, Oui, cette victoire de la lumière face aux ténèbres, oui, c'est un parallèle initiatique en lien avec cette lumière spirituelle d'un autre monde, un royaume supérieur, qui défait l'ignorance intérieure. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision? Et oui, comment oui, peut-on le oui. mettre en parallèle avec l'Énéide dans ces cas-là? Ben, parce que la scène est tirée de l'Énéide, mais évidemment, un ouvrage initiatique, appelons un chat, l'Énéide est un ouvrage initiatique, parle évidemment de la victoire de la lumière sur les ténèbres. Ça me semble un élément tellement primordial Bien qu'on retrouve sûr. dans toutes les traditions, que c'est l'allusion se trouve d'ailleurs, à mon avis, de formes multiples. Il n'y a pas des exemples qui me viennent à l'esprit, mais Mmh. la lumière qui vient des ténèbres, par exemple, Apollon, qui est le dieu soleil et qui gagne la bataille d'Axium, c'est une victoire d'Apollon, c'est une victoire du dieu de la lumière, du dieu soleil. De quelle lumière parle-t-on? Pourrais-tu nous éclairer un peu plus pour jouer sur les mots? De quelle lumière? Est-ce qu'on parle vraiment de la lumière visible ou d'une autre catégorie de lumière? Ah, euh, une autre catégorie de lumière. Oui, sans doute, sans doute. Si je l'avais vu la lumière, je, je, je pourrais répondre de façon beaucoup plus positive, mais comme je n'en suis pas témoin, je cite cette parole de Clément d'Alexandrie qui disait que le vrai chrétien, euh, je suis chrétien, en tout cas je suis catholique, le vrai chrétien est celui qui a vu la lumière du Christ. Donc, tant qu'on n'a pas vu la lumière du Christ, on n'est pas On en vrai est loin. chrétien. Donc, si j'avais vu cette lumière, je pourrais aussi dire probablement de quelle couleur elle était, ce qui n'est pas donné à beaucoup de gens, je suppose, Je de la je fais décrire. je fais un parallèle avec la déesse Nike Oui, pour les Grecs, oui, qui est la déesse qui a victoire. victoire, oui, oui. Hein, donc, Nike est aussi un des noms d'Athéna. Oui, ou peut-être une des hypostases d'Athéna. En tout cas, c'est vrai que la oui, Nikkei, est-ce que c'est exactement Athéna? En tout cas, ça peut être un des aspects d'Athéna, je suppose. Mmh. Je vais montrer une autre image. On y va, mon cher Franz, mon Oui. cher Hans, la Mmh. voici. Alors, cette scène, je crois que en général, on l'interprète comme une scène funéraire parce qu'en en fait, on coupait une mèche de cheveux. Enfin, il en est question dans plusieurs mythes à celui ou ici celle qui allait mourir. Et c'est une scène qu'on retrouve dans l'Énéide
quand Didon est sur le point de mourir, elle a du mal à mourir. Elle s'est suicidée, elle s'est donné la mort, mais elle était agonisante, elle ne parvenait pas à mourir. Et le, alors la déesse Iris, que nous voyons ici, alors vous allez dire, oui, le personnage à droite il est quand même bien masculin, est-ce que ça peut Mmh. être la déesse Iris? Euh, eh bien, il faut savoir que Iris était montré, on a d'autres parallèles dans l'art, comme un dieu avec des jambes assez masculines. Et Iris donc descend, je ne sais pas si c'est sur ordre de Jupiter ou sur ordre de Junon, je crois, descend à Carthage, rejoint Didon agonisante et lui coupe une mèche de cheveux. Et alors, Didon peut mourir. Qu'a-t-elle dans les mains? Elle a manifestement une sorte de branche Mmh. dans la main. Est-ce que c'est en rapport avec le rameau? Il doit y avoir un rapport avec le rameau, mais difficile de nouveau. Difficile, difficile, Oui, difficile, oui, ouais, ouais, oui. ouais. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'un ouvrage majeur des études des religions de l'Antiquité, Mhm. Fraser, entre autres, Oui, a écrit mhm. un ouvrage en 4 volumes qui Oui, s'intitule Le Rameau d'or, oui, quand oui. même, hein, Mhm. basé justement sur tout ce qu'on est en train de Mhm. définir et d'expliquer, Oui, et qui montre tous ces rapprochements avec la philologie, études d'histoire de religion comparée, et parce que le Rameau d'or est extrêmement important, je dirais, dans le rapport initiatique à cette époque et dans un rite précis. mhm. Donc, il est redondant, on peut le percevoir à droite à gauche, c'est pour ça que je le signalais juste là. Mhm. Peut-être Mhm. que ça pourrait faire appel au rameau d'or. On met ça encore pour des études futures et Oui, mais non, mais qui nous là, par observent pourront exemple, étudier un peu là, je plus. pourrais Oui, répondre, puisque oui, je t'en là, prie. on a des commentaires extrêmement précis Très bien. sur le rameau d'or. Et entre autres, on trouve un commentaire chez Servius, ou dans un des manuscrits de Servius, je ne sais même pas si c'est de Servius lui-même, mais qui dit que le rameau, bon, c'est la clé des enfers. Sans ce rameau, on ne peut pas entrer dans les enfers. Et c'est en fait, on peut dire la clé de la gnose. Il y a un commentaire qui dit clairement que le rameau représente la science, la scientia, ce qu'on pourrait traduire en grec par gnosis, donc la fameuse gnose dont on a tellement euh, parlé et, euh, et même on a même polémiqué beaucoup sur la gnose, mais c'est la fameuse science dont les anciens se targuaient, dont il est question aussi dans le texte du judaïsme et de la chrétienté, Mmh. Alors, la soyons science clairs, divine. parle-t-on voilà, de la science divine? On ne Oui, parle pas de la science humaine, on parle d'une pas du autre tout. Non, science, non, non, voilà, c'est une faut science être divine. Oui, oui. Mm. continuons notre aventure avec cette image. Oui, cette image-là, je n'en avais pas des illustrations. Je la voyais que en tout petit. Oui. Donc cet ouvrage-là n'est pas dans mon ouvrage et je ne l'ai pas commenté, je n'ai pas cherché à découvrir de quoi il s'agit. Donc je ne pourrais pas le dire. Je cherche rapidement, peut-être un peu d'après mes souvenirs de l'Énéide, mais Bon, de toute façon, voilà, même pour moi, c'est très intéressant, même pour les auditeurs, hein, oui. Mhm. parce que avec cette image, et qui n'est pas présente dans ton ouvrage, on peut voir et découvrir tout le travail qui reste à faire. Mhm. Il y a tout, tout reste à faire sur les illustrations, les fresques, le choix des positions même des fresques, à Oui. tel endroit. Oui, oui, Heu, oui. donc vraiment, j'incite les auditeurs, enfin ceux qui nous regardent, à déjà se procurer l'ouvrage de Hans, édition Béat, pour aller plus loin, pour découvrir ce trésor de l'humanité. Alors est-ce que ce sanctuaire est déjà à l'UNESCO? J'en ai aucune idée parce qu'à mon sens, il doit être, à l'UNESCO, mais en même temps, Ah c'est oui. un trésor Mhm. initiatique parce que nous Mhm. avons en face de nous, de première main, un des rares témoignages, peut-être, on va mettre des guillemets, un des rares témoignages d'un sanctuaire initiatique découvert de l'Antiquité, pratiquement complet. Mhm. Et à côté de Mitrailleum qui existe Oui, oui, également, hein. oui. Mhm. Mais là, on est face à un sanctuaire
pythagoricien de Virgile et Mmh. c'est extraordinaire parce qu'on nous bassine, pour pas dire les choses, grossièrement, avec l'initiation de l'Antiquité, ceci, cela. Il ne reste rien. Niveau architecture, Mmh. niveau sanctuaire, Éleusis est complètement, détruite, enfin, il ne reste rien. Mmh. Ce qui reste, c'est des ruines. Et là, Oui. nous avons en face de nous un immense sanctuaire. Mmh. Donc, c'est la raison pour laquelle nous essayons de faire ce travail à notre échelle et Hans a déjà fait une grande part du travail et je présente une autre image. Oui. Alors, je ne connais là non plus, attendez, je Tu précise, hein, je OK. ne connais pas non plus l'interprétation classique qu'on fait de cette image. Je ne sais pas du tout ce qu'on je pense qu'on parle d'un serviteur qui vient trouver Médée, qui a assassiné ses enfants, mais, heu, en fait, ce qu'on voit dans cette scène, c'est Achéménide, qui est un Grec qui a été abandonné par, Ulysse, chez les Cyclopes, chez les fameux Cyclopes qui avaient dont un avait enfermé Ulysse et quelques compagnons dans sa grotte et qui a d'ailleurs dévoré plusieurs compagnons d'Ulysse. Et Achéménide donc, est un Grec qui a été abandonné sur cette île. Et quand les Troyens, sous la conduite d'Énée, viennent vers cette île, Achéménide hésite parce que les Grecs et les Troyens sont évidemment de grands ennemis, mais il préfère encore tomber entre les mains des Troyens et être tué par eux, même s'il le faut, que, plutôt que de rester sur cette île infestée par les Cyclopes qui sont des monstres abominables, qui se nourrissent de chair humaine. Et Achéménide vient donc trouver les Troyens et il tend la main droite. Il y a une histoire de nouveau où on tend la main droite. euh, et il explique donc que enfin, il aimerait rejoindre les, les Troyens plutôt que de rester sur cette île. Et finalement, les Troyens d'ailleurs l'acceptent. C'est Anchise, le père d'Énée, qui lui tend la main droite. Et il y a notamment dans le texte, on dit que Achéménide, donc que nous voyons à droite, a devant les yeux constamment les victimes ensanglantées que le cyclope a dévorées devant ses yeux. Donc il a été témoin d'un carnage abominable. Et on est d'accord pour dire qu'il y a des cadavres humains, d'ailleurs, on dirait déchiquetés, qui se trouvent au pied de ce personnage. Et il dit que il a ses victimes constamment devant les yeux. Alors la femme à gauche, qui est d'ailleurs voilée, on voit un voile qui tombe devant son visage. Il y a certaines images qui sont un peu plus claires que ça, mais enfin, l'image est assez bonne ici, mais on devine peut-être le voile à droite devant le visage de la femme. C'est la foi. Donc quand Oui, tu dis, le voile, parle-t-on de cette femme assise ou celle oui, qui est la debout? femme assise, oui, La la femme femme assise, assise, oui, oui, OK, oui. voilà. Et en fait, c'est la foi. C'est la foi dont il est question dans ce même passage. Et on dit que la foi est présente à cette scène. Et la foi, donc je rappelle, c'est une déesse. Hein, c'est une déesse et on peut faire le parallèle avec une autre image connue dans, dans dans l'histoire de l'archéologie. Il y Mmh. a une image de la déesse de la foi euh, qui rejoint assez bien ce visage et cette femme voilée que nous voyons ici. Je vais présenter Médusa. Oui, mhm, Médusa, que oui. vient-elle faire? Que vient-elle faire dans l'Énéide et pourquoi est-elle présente dans ce temple? Alors, il y a aussi, je crois qu'en tout, il y a 8 méduses ou gorgones et dont la description qui est faite par Virgile dans l'Éide correspond exactement à ce que nous voyons sous l'image. J'attire l'attention sur le fait qu'on voit de nouveau l'Y en plein milieu du visage. Donc on voit les Les ah sourcils oui, les avec le nez. sourcils, ah Voilà, oui, oui, avec le nez. oui, oui. Notamment le texte de, en fait, quand est-ce qu'on parle de la Gorgone, il y a un seul passage, je crois, dans tous les Léides qui en parle, c'est quand Énée se présente aux enfers, à l'entrée des enfers, et qu'il est en train d'entrer. Il y a des images
ou des monstres qui se ruent sur lui. Il veut même tirer son épée pour contrer ces différents monstres qui lui apparaissent. Et il y a notamment un passage de la description de la gorgone, de la méduse, qui est très précise et qui montre exactement ce que nous voyons à l'intérieur de la basilique. On n'a pas d'autre description de la méduse dans les textes anciens qui rejoint exactement ce que nous voyons ici, notamment les cheveux qui serpentent, mais qui ne sont pas des serpents, hein. Ah oui, oui, On oui. voit Oh clairement oui, des cheveux, oui. mais, et c'est exactement ce que dit le texte de Virgile, des cheveux qui serpentent. Mais on ne parle pas de serpents autour de sa tête, comme on le voit dans beaucoup d'autres images classiques. Mmh. Et ce qui est intéressant, de nouveau pour la datation, c'est que ce passage de la Gorgone a été supprimé par les éditeurs de Virgile. Donc, quand Virgile a quitté ce monde, les, les éditeurs ont fait quelques ajustements, ils ont respecté au maximum le texte de l'Énéide, mais ils ont décidé de supprimer deux passages notamment, et un de ces deux passages, c'est celui-ci, donc la description de la Garonne, mais que Servius nous a gardé. Donc on a ces vers, et certains éditeurs ne manquent pas de les mentionner, ou même de les réinsérer dans le texte de, de l'Énéide. Étant donné la grande proximité entre la description dans l'Énéide et, euh, et l'image, étant donné qu'il a été supprimé dans les premières éditions du texte de Virgile, c'est de nouveau un indice de datation. Ce monument ne peut avoir été érigé qu'avant la mort de Virgile, et non pas après, puisque la description ne se trouvait plus dans les textes. Donc, qu'est-ce qu'on aurait comme intérêt à illustrer une scène qui ne se trouvait plus dans le texte de l'Énéide? Effectivement, très bonne Mm, question. On continue avec quelques images, mm, quelques fresques et ensuite, nous allons clôturer. Mais avant tout, aventurons-nous avec cette belle image de la basilique. mm. Alors, encore une femme ailée, hein. Oui, encore une femme élégante, que je n'ai pas commenté, je n'avais Oui, pas d'illustration. Donc, ouais. en fait, vous avez tiré ces images d'où? Parce que j'ai Ah beaucoup oui, cherché. Parce que j'ai. alors, oui, oui, alors il y a eu des nouveaux tirages, des nouvelles photos qui ont été faites Oui, et c'est au cours justement de ma préparation que j'ai oui, pu, découvrir sur internet oui, un parce que. site officiel Oui, du musée romain, qui oui. présentait ces images-là et je les ai empruntées de Ah là-bas. oui, Voilà, oui, donc parce que j'ai cherché pas mal sur le net aussi, ouais, les- sans aucun problème, je et pourrais ça. les envoyer, hein. Ah oui, avec plaisir, avec Voilà, plaisir. elles sont belles, hein, là, Oui, oui. elles sont de bonne résolution Mhm, et encore une fois, toujours ces ailes, toujours ces femmes avec des voiles, avec des choses entre leurs mains, toujours une indication, une herméneutique. mhm. Donc là, comme elle n'a pas été présentée dans ton ouvrage, je me suis dit: «Bon, peut-être que tu pourrais dire quelque chose». Si c'est pas trop méchant. Nous allons voir maintenant une image un peu plus, je dirais, différente parce qu'elle ne se présente pas au plafond. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu la vois maintenant? C'est bon? Voilà, Oui. Mhm, voilà. Donc cette scène, elle n'est pas au plafond, hein. mhm. Voilà. Là non plus, ce n'est pas Ah, dans tu ne l'as l'ouvrage, donc pas. non. Il y a des Ah, images ouais, qui étaient difficiles d'obtenir. d'obtenir, J'ai ouais. essayé de rassembler vraiment le maximum Ouais, d'images, ouais, ouais. et Elle est je magnifique, on la voit bien oui, celle-ci, hein. je remarque, une chose qu'on voit dans plusieurs, illustrations. Si on descend un petit peu l'image, Oui, oui, on alors on va voit descendre. il y a d'autres images qui ont cette espèce de nouveau de Y, mais ici à l'envers bien Oui, sûr, hein, mais oui, qui sont aussi prolongées vers le haut avec certains autres personnages. oui. Mais bon, voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Je ne peux En tout cas, m'avancer. c'est toujours une femme, Oui, et oui, avec des choses dans les mains, oui, avec, cette forme de croix qui n'est pas une oui. croix chrétienne, bien sûr. Mmh. Donc voilà, voilà, un sanctuaire magnifique avec des Mmh. fresques, somptueuses qui restent encore à déchiffrer et voici une image un peu plus globale. Oui. Ah ouais. Ah mais ça c'est formidable puisque là.
l'image, je n'ai jamais vu une image d'aussi grande qualité de la scène supérieure. Ah, Donc ça, je c'est une... fais attention à ce que je Oui, oui. fais, hein. J'ai travaillé, mon cher Ah oui, Hans, oui. hein. Non, 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 mais les gens de la basilique ont travaillé aussi, les Oui, responsables de la oui, basilique, parce qu'ils ont bien sûr. nettoyé. Cette Oui, oui. image était très abîmée et je suis impressionné par la qualité de ce qu'on voit, parce que donc, malgré le fait qu'il y avait beaucoup d'humidité qui recouvrait les personnages, dans l'ensemble de l'image reste assez clair. Donc on est d'accord, tout le monde est d'accord là-dessus, qu'il s'agit d'une scène de mariage et dans mon ouvrage, je prétends que c'est, bon, je n'avais pas de bonnes images et non seulement je n'avais pas de bonnes images, mais en plus les l'image était très abîmée, donc je me suis contenté de dire la seule scène de mariage dont il est question dans l'Énéide, c'est le mariage entre Énée et Didon, qui s'est déroulé un mariage qui s'est déroulé dans une grotte, et on dit qu'il y avait plusieurs personnages divins présents, notamment Hyménée et Junon étaient présents lors de ce mariage. Je ne me suis pas avancé plus loin, j'ai été très bref dans mon commentaire, j'ai dit si c'est une scène de mariage, il n'y a qu'un seul mariage dans tous les Déides, c'est ce mariage-là, Mmh. entre Énée et Didon. En tout cas, on voit très bien la splendeur des fresques, hein. Mhm. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Oui. Oui. Voilà. Par contre, oui, en dessous, donc, ce sont des, là non plus, j'avais pas une image très claire, mais il y a deux scènes qui sont manifestement liées. Euh, Mmh. Ça, Tu c'est la scène dont j'ai eu la moins bonne reproduction, mais manifestement, elle était liée. Ce que j'en ai aperçu suffit pour en parler en général. Il y a cette scène, et on ne voit que deux personnages, mais il y en a d'autres devant et derrière, si je ne m'abuse. Et Mmh. puis, il y a une scène exactement en face, dans la basilique, qui montre aussi des garçons qui sont en train de jouer. Et il n'y a pas de doute sur l'interprétation de ces différents jeux, euh, du moins en tout cas sur l'autre scène où on montre un jeu de cerceau, de scènes de combat Mmh. jouées par de petits enfants et le jeu de balle. Et ce sont ce qu'on appelle les ludi troiani, les jeux troyens. Et les trois jeux du cerceau, de la balle et des combats, de simulation de combat, sont toujours cités par les auteurs ensemble. C'est pour ça il faudra avoir l'autre scène bien sûr en face, mais on joue aussi parfois, on fait des mouvements, on joue à des mouvements équestres. Et j'avais en effet lu, je n'avais pas vu l'image avec autant de précision, mais il y a un archéologue qui disait qu'un personnage semble prendre l'autre pour un cheval et le guider avec des Donc on rênes est en bas là. qui tient Mmh. dans la main droite. Mmh. Euh, mais les autres jeux donc sont toujours cités ensemble et on les voit ensemble sur le stuc qui est le correspondant de cette image-ci. Et les Luli Troiani n'étaient, autant qu'on sache, que fêtés durant le règne d'Auguste. Voilà. Ont été Encore une abandonnés plus tard, ce indication, qui est encore une indication de date. bien sûr. Je signale aussi que sur le site bon, le Wikipédia, qui n'est pas omniscient bien sûr, mais C'est certain, hein. alors que dans le monde francophone, on hésite encore beaucoup sur on ne parle pas beaucoup de la datation et on en reste toujours avec cette datation de Carcopino de 50 après Jésus-Christ. Mmh. Mais sur le site de Wikipédia qui est consacré à la basilique pythagoricienne, on, on reconnaît qu'il y a énormément d'éléments qui font penser à l'époque d'Auguste. Donc, de ce point de vue-là, les Anglais ont je dirais de mon point de vue, parce que je défends bien sûr une autre date que Carcopino, mais de ce point de vue-là, les Anglais ont pris un peu d'avance sur le monde francophone. On va bientôt clôturer, mais avant tout, j'aimerais bien que tu, nous parles de l'abside. Voici. Non, ce n'est pas Ah oui, l'abside. pardon, excuse-moi, S'il oui, doit être en voilà, face de en face de l'abside. l'abside, voilà, Oui, c'est ce que oui, je veux oui. oui. Donc
Ça, c'est en face de l'abside. Juste après, je vais faire un zoom sur ça. J'ai une image en meilleure résolution et Oui, ça doit pas être même en face de l'abside. C'est une image que je n'ai pas non plus, mmh. bon, je n'avais pas de photo, mais ça doit être ça doit être, dans un des nefs, latéraux. Ah, Là, très bien. oui. Ah oui, d'accord, OK. Donc on n'a pas tous les éléments justement pour comprendre, où se situent toutes ces fresques Mmh. et donc c'est délicat, c'est Ah ben, délicat. les murs en sont complètement par contre, je peux parler Du de personnage? la table qui est en dessous, si on La peut table qui est en descendre. dessous? Ah, Oui je ne et peux on pas, non. ah oui, Je donc n'ai on que voit cette partie-là. voilà, on voit juste une table et il y en a, je crois qu'il y en a 3 ou 4 au moins dans la basilique et qui ont une forme géométrique absolument, on dirait du Escher, une forme géométrique impossible. Donc, ça veut On dire que si on descend, oui, on il y a voit juste et une ça se voit table. notamment aux pieds, Ouais. et les barres qui relient parfois les pieds, des tables entre eux, c'est absolument impossible et il y a la fameuse prophétie des tables qui joue aussi un grand rôle dans l'Énéide. Donc, il est précisé aux Troyens qui cherchent une nouvelle patrie qu'ils n'en trouveront pas avant d'avoir été poussés par la faim, la famine, à manger leur propre table. Alors c'est une prophétie qui les effraie absolument. Ils sont absolument effrayés. Manger, quand je raconte cette histoire à mes élèves, ils se disent toujours, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? Crever de faim au point qu'on mange ses propres tables. Et il y a un devin qui, plus tard, explique à Aîné à ses compagnons de ne pas s'en inquiéter. C'est une prophétie qui se réalisera sans aucun doute, mais pas comme il le croit. Et en fait, la prophétie va se réaliser. En fait, Mensa, qui est un terme qui exprime, qui désigne la table, est aussi le fond d'un gâteau, un garni avec des fruits, enfin, des choses comestibles. Et en fait, quand les Troyens sont arrivés en Italie, et à un moment donné, ils ont tellement faim, ils sont arrivés au Latium plus exactement, ils ont tellement faim que ils mangent aussi la croûte qui d'habitude souvent ne se mange pas. Et c'est à ce moment-là que un des Troyens, c'est Iule, le fils d'Énée, s'écrie: Eh, mais nous sommes en train de manger nos tables. Et tout de suite, les Troyens se rendent compte que la prophétie s'est réalisée et qu'ils sont arrivés dans leur nouvelle patrie, ce que jusque-là, ils ignoraient. Alors, ces tables, enfin, il y a une représentation symbolique de cette prophétie des tables. On dit notamment que ces tables étaient mises per herbam, hein, à travers l'herbe. On peut supposer, on imagine des tables qui étaient disposées sur l'herbe, mais per herba veut dire aussi à travers l'épi. Et on voit sur certaines images, on voit un épi de blé anormalement grand par rapport à la table qui traverse la table. Et donc, c'est une illustration de nouveau littérale du texte de Virgile, mais un peu inattendue. Je vais clôturer avec cette magnifique fresque. Voilà. J'ai trouvé le jeu des couleurs extrêmement intéressant. Mmh. Voilà, pour se rendre compte, lorsqu'on peut zoomer quand c'est possible, de Mmh. ce que nous pouvons voir Mmh. et donc je trouve, extraordinaire d'avoir en face de nous un trésor, pareil Mmh. et tout de suite après, une fois avoir vu cette superbe image, nous allons revenir à l'entrée de la basilique, Mmh. à l'entrée, voilà, pour avoir une image, la première image que nous avons proposée pour montrer, là où tout commence, où tout démarre. Oui. Nous sommes rentrés à l'intérieur, nous avons visité les fresques du plafond, certaines fresques de l'abside juste ici. Ils ont perçu certaines autres fresques à l'intérieur et donc là, il y a certains visiteurs, bien sûr et ce qui je terminerai par celle-ci. Voilà. Oui. Oui. Alors, est-ce que tu la vois, mon cher Hans? Mmh. Voilà. Donc cette entrée de la basilique, hop, j'essaye de la zoomer, Mmh. voici, C'est la nef centrale qu'on de voit la en nef en haut là. centrale, ouais. Oui, oui. Quand on rentre, voici ce qu'on perçoit. Mmh.
on a vu certaines fresques présentes au plafond, oui, celles de l'abside, certaines fresques présentes dans les couloirs annexes et bien sûr le sol et les oui. tables sont à l'intérieur, comme tu signalais, hein, à l'intérieur, sur les côtés, hein. Il n'y Mmh. en a pas en face. Voilà, voilà. Oui. Je j'aurais c'est bien sûr, archéologique, mais je pense que la question de la datation de la basilique est importante parce que si on accepte qu'elle a été construite en même temps que Virgile, c'est que Virgile lui-même s'est occupé directement. C'est assez rare d'avoir un monument dont on sait qu'un poète en personne a présidé à sa construction, mais en fait, sur le sol, on voyait des bandes noires, des doubles bandes noires. Et ça, c'est typique du style pompéen qu'on appelle 2B et qui date de l'époque de la fin de la vie de Virgile et du Encore début une du fois. règne d'Auguste, oui. Oui. Pour, terminer cette visite de sanctuaire, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui t'écoutent et qui te perçoivent à travers cette vidéo? Faut-il y aller? Faut-il lire l'Énéide? Que faut-il faire? À lire l'Énéide, certainement, et de préférence en latin, hein, donc Ouh, tu demandes oui, un beh, effort, aux Français de lire du latin, non, bah, c'est assez délicat, au hein. moins connaître le récit, bien sûr, de l'Énéide, c'est un récit absolument extraordinaire, c'est palpitant, heu, hem et lire les commentaires de Virgile, hein. Donc j'ai fait allusion tout à l'heure à un autre Un ouvrage de Béat ouvrage, qui oui, que s'appelle Virgile traditionnel et donc où avec quelques amis, enfin, nous nous sommes efforcés de présenter des commentaires qui ont été faits, depuis l'Antiquité sur le le philosophe Virgile. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que ces poètes étaient considérés dans l'Antiquité, c'est pas un effet de mode, ça a toujours été le cas dans l'Antiquité et plus tard à la Renaissance, et jusque dans les temps modernes avec les études notamment de Emmanuel Högforst qui a écrit plusieurs articles consacrés à Virgile et qui montre que Virgile doit être lu comme un philosophe. Le récit, c'est une chose, mais derrière ce récit, derrière les mots, se cache une réalité autrement plus intéressante que simplement les aventures plus ou moins spectaculaires d'un héros de guerre qui vit plein d'aventures en voyageant à travers le monde. Donc pour, aussi, il faut lire Emmanuel, Dogvort. oui, Emmanuel Vos disait que Énée représente l'or, de même que Ulysse représente l'or. Et il explique pourquoi, et ça rejoint certains commentaires qui ont été faits avant, déjà dans l'Antiquité, mais aussi par exemple, Don Bernati, l'auteur des fables Le égyptiennes et dictionnaire grecques, aussi. et du dictionnaire aussi. Mmh. Et, c'est comme ça qu'il faut lire Virgile, plus que comme un roman d'aventure, mais on peut, bien sûr. Il faut au moins commencer par connaître les aventures d'Énée avant de pouvoir aborder des facettes plus profondes de son œuvre. Donc, nous voici avertis, nous avons une œuvre latine traduite en français pour les francophones, une œuvre latine, l'Énéide, dont le personnage, le héros Énée, symbolise notre propre quête intérieure, imagée à travers, bien sûr, une épopée, l'Énéide. Virgile présente tout ça et le sanctuaire met en image, aucun texte, Mhm. met en image à travers des illustrations et ses fresques, toute cette épopée spirituelle, initiatique, herméneutique, voire, je pourrais dire, Hermès Trismégiste, c'est-à-dire l'enseignement transuniversel Mhm. qui côtoie Mhm. toutes les cultures et les civilisations, Mhm. cette lumière qui vient d'ailleurs et qui inspire des poètes, des Oui, philosophes ouais, ouais. et Mais voilà, il y oui, a un auteur ancien qui dit, enfin un auteur ancien, je me demande si c'est pas Pierre Petrus Bonus, un ah, auteur Petrus Bonus, oui, Petrus Bonus de Pierre, 1400 plus ou moins, oui, qui dit que Hermès Trismégiste est le maître de tous les philosophes et qui cite quelques philosophes, parmi lesquels il met entre autres Homère, Virgile et Ovide par exemple. On pourrait y ajouter aussi Horace, mais
En effet, il est le maître de tous les philosophes. Je te remercie de cette présentation, mon cher Hans. Merci Dan à toi Daniel. Donc, j'invite les auditeurs à nouveau à venir lire cet ouvrage que tu as écrit, Le Temple de Virgile, Oui, qui est, c'est très bref, hein, qui est une grande introduction, comme on a vu Mmh. sur l'Énide et puis le sanctuaire. Tout le travail reste à faire, Mmh. donc le chemin n'est pas terminé. Non, Je remercie tous ceux qui nous écoutent d'avoir écouté Hans et moi-même, et puis à de nouvelles aventures auprès d'Orphelia. Bonne soirée à tous, bonne journée peut-être. Au revoir Hans et au revoir à tous. merci Daniel, au revoir. Au revoir tout le monde.